S'il y a bien un réalisateur américain qu'on peut reconnaître dès les premières secondes d'un métrage, c'est bien l'américain Tim Burton. Retour sur une carrière haute en couleurs. Donc Tim Burton est un Américain, il a 66 ans aujourd'hui, il grandit à Burbank, donc une espèce de petite ville qui touche Los Angeles. Et le bonhomme est fasciné de films d'horreur, de films de monstres, de Vincent Price, l'acteur, avec la voix si particulière et le jeu aussi si particulier. Il va être repéré, il va gagner des petits concours de dessin, parce que c'est un dessinateur aussi à la base. Tim Burton, moi j'avais vu une rétrospective de son art, en plus de ses films. Il y avait un truc à Paris à un moment sur lui, où on voyait ses sketchs, ses dessins et tout, c'est assez fascinant. Et donc il va être recruté par Walt Disney. On pouvait pas imaginer un truc à l'opposé de Tim Burton, avec son univers un peu horrifique, glauque, ses personnages bien particuliers, aller à la maison aux grandes oreilles avec les idées bien lisses et compagnie, mais il a quand même été bossé chez Disney. Ça n'a pas duré super longtemps, mais il a bossé sur des dessins animés comme Rox et Rookie. Et par contre, Taram et le chaudron magique, et ça, si vous êtes un gamin comme moi je suis des années 70, j'ai vu ça quand j'étais gamin. Alors je déteste les Walt Disney, mais à l'époque j'adorais, et Taram et le chaudron magique, c'était un de mes préférés. Tim Burton a bossé dessus. Et ensuite, il fait tout un tas de petits courts-métrages et autres. On va lui confier les aventures de Pee-wee avec Paul Rubens. Donc c'est son premier long-métrage. Comédie donc complètement décalée avec le personnage haut en couleur de Pee Wee Herman. Je l'ai vu une fois, ça se regardait sans plus, mais le film marche et on va lui confier ensuite ce qui est pour moi un film culte des années 80, donc on est en 88, et on va lui confier l'excellentissime Beetlejuice, où là, avec le script, alors c'est pas un script de Tim Burton, mais il va voir dans le script de Beetlejuice une espèce de version timbrée de L'Exorciste, en version haute en couleur et pas du tout sur le même biais que L'Exorciste, qui était lui ultra ancré dans la réalité avant de bifurquer vers une possession. Là, on a le monde des morts complètement timbré, et Tim Burton va avoir l'occasion de ramener ses idées visuelles complètement folles avec un budget de 12 ou 13 millions de dollars. Le film va être un carton plein. Donc on a Alec Baldwin, Gina Davis dans les rôles principaux, Michael Keaton dans un rôle où on ne le voit pas beaucoup, mais qui marque parce qu'il a le rôle titre, il a le rôle de Beetlejuice, donc un espèce d'exorciste qui vient à l'aide des morts pour chasser les vivants. Et sur cette idée complètement timbrée, il va nous faire son premier vrai film avec l'univers qu'on lui connaît visuel. Avec mon pote, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir la version sideshow de Michael Keaton. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, c'est mon pote à moi. Mais pour moi, c'est cultissime à souhait. On a eu le 2 l'année dernière qui est sorti, j'en parlerai après. Mais ce film-là, c'est... voilà, alors je l'avais pas vu au cinéma à l'époque, mais je l'avais découvert sur Canal+ quand il était passé. Je l'avais enregistré en vidéo, et la cassette vidéo ne se lisait plus tellement j'avais épuisé le métrage. Je l'avais pas racheté en DVD, je l'ai racheté en Blu-ray parce que je pensais que le film avait vieilli et que je l'avais tellement vu gamin que je m'en étais un peu lassé. Et au sortir de la fameuse exposition Tim Burton qu'il y avait eu à Paris il y a quand même une bonne dizaine ou quinzaine d'années, j'avais du coup craqué pour le Blu-ray, je l'avais acheté. Je l'avais revu avec ma femme qui l'avait jamais vu, qui aime beaucoup Tim Burton, mais qui avait jamais vu Beetlejuice. Et franchement, ça a pas pris une ride, ça a pris des rides sur certains effets spéciaux. Mais c'est un délire vraiment génial. Pour moi, l'un des meilleurs Tim Burton. Et ça carbure au box-office parce que ça en ramasse 70 ou 80 millions à l'international pour un budget de 13. Donc ça carbure. Deuxième succès de Tim Burton. Et là, les studios vont aller lui confier
nul autre que le personnage de Batman. Et on va lui laisser les coups des franches au niveau du casting, qui aura été vachement critiqué, parce que bon, Jack Nicholson dans le rôle du Joker, ça avait été approuvé par tout le monde. Michael Keaton, à nouveau, dans le rôle de Batman, les gens ont hurlé, ont crié au scandale. Mais le film est sorti, alors moi je l'ai vu au cinéma, donc à l'époque, je devais avoir, en 89, j'avais 13 ans. Et c'était vraiment l'événement à fond. En plus, il y avait la bombe Kim Basinger qui, à l'époque, on était avant l'arrivée de Sharon Stone, hein, c'était vraiment la bombe qu'on avait vue dans Jamais plus jamais en James Bond Girl aux côtés de Sean Connery. C'est pour moi un des meilleurs James Bond. Et c'était une bombe glamour à l'époque. Avant l'écartage de cuisse sans culotte de Sharon Stone, c'était la bombe glamour Kim Basinger. Donc là, on avait vraiment l'événement. Moi, j'avais mon premier crush au cinéma, Kim Basinger, avec un acteur que j'adorais depuis Beetlejuice, Michael Keaton, plus le génialissime Jack Nicholson. Donc on faisait des tonnes, hein, qui a été qui a été flingué par ensuite l'adaptation d'Heath Ledger, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais à l'époque, il était très bon pour le film. Je l'ai vu qu'une fois, j'avais aimé le Batman, je l'ai jamais revu, je pense que ça a ultra mal vieilli, mais il faudrait que je le revoie. J'avais bien aimé moi quand même l'adaptation de Burton. Bon, Burton est ressorti lessivé parce qu'il a dû faire tout un tas de compromis. Là, on avait un vrai film de studio, et les studios Warner ne l'ont pas lâché d'une semelle, hein, même s'il avait eu 2 succès consécutifs, ils l'ont pas lâché, mais ça a été un carton plein, carton planétaire. Le film n'a pas coûté si cher que ça, hein, et il en a ramené, je sais plus, il a coûté peut-être une trentaine de millions. Bon, à l'époque, c'était très cher, aujourd'hui, c'est plus rien, mais c'était quand même un sacré budget pour l'époque, et ça en a ramassé 500, plus de 500 millions au niveau mondial. Donc un énorme carton, ça avait été un succès frappadingue à l'époque, hein. C'était avant Terminator 2, c'était un des plus gros succès au cinéma de l'époque, c'était vraiment un événement. Et il passe après, par contre, à un film où il revient vraiment à ses amours torturés, ses dessins et tout. Encore une fois, c'est pas d'après un de ses scripts, mais il arrive à ramener son univers bien particulier, son univers de dessin et compagnie bien particulier, avec Édouard en main d'argent, et c'est la première collaboration avec Johnny Depp, qui lui fuyait un peu les projets édulcorés, ce qui sortait de la série 21 Jump Street, où il en avait marre de jouer les beaux gosses. Et là, l'alchimie entre les deux, elle est là. C'est un conte, hein, donc voilà, Johnny Depp joue un personnage en couleur avec des mains, ciseaux et compagnie. Mais c'était vraiment très sympa. Alors, c'est pareil, je l'ai vu qu'une fois, il faudrait que je le revoie celui-là, parce qu'il était vraiment visuellement fabuleux. Et Johnny Depp, que pourtant je détestais à l'époque de 21 Jump Street, révélait que c'était un très grand acteur. Tim Burton cède donc aux sirènes de Warner. Il va faire une suite de Batman, hein. Ça va s'appeler Batman le défi. Cette fois-ci, il va se concentrer sur des méchants, le personnage de Catwoman, hein, incarné par Michelle Pfeiffer, et celui du pingouin joué par Danny DeVito, qui va être également un de ses acteurs fétiches ensuite. Toujours Michael Keaton dans le rôle de la chauve-souris super-héros. Et la suite, elle était très noire. Je l'avais pas vue au cinéma cette fois-ci, je l'avais vue sur Canal+, et c'était assez sympa, mais c'est pareil, je l'ai vue qu'une fois, donc je pense que ça a pris pas mal de rides. Et Tim Burton en est tellement marre des studios qu'il reviendra pas pour le troisième volet, hein, qui sera fait par Joel Schumacher. Et là, au secours, au secours. C'était avec Val Kilmer à la place de Michael Keaton, qui avait pas repris la suite vu que Tim Burton avait quitté le navire. Et bon, ça va être le naufrage qu'on lui connaît, hein, la suite avec Val Kilmer. Elle fera du fric, il y en aura un quatrième avec cette fois-ci George Clooney. Et bon, voilà, on peut dire que autant les deux Tim Burton étaient des petits événements cinématographiques. Je sais pas si on peut les revoir aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup de les revoir. Moi, je les ai pas revus depuis donc la fin des années 80, début 90 pour le 2. Je les ai pas revus depuis. Je sais pas si ça vaut le coup d'être revu, mais en tout cas, les 3 et 4, par contre, ouais, le 3 était un AV fini, et le 4, le seul truc de correct là-dedans, c'était Schwarzenegger. Et c'est déjà très limite. Par contre, Burton va refaire quelque chose de plus proche, et il va faire un hommage à un réalisateur considéré comme le plus mauvais cinéaste ayant jamais vécu, Ed Wood, qui avait fait un AV cosmique Plan 9 from Outer Space. Alors là, ça c'est pareil, le film, vous pouvez le voir, moi je m'étais amusé quand même à le regarder.
Effectivement, alors, c'était un passionné de cinéma Ed Wood, mais qui avait absolument aucun talent. Et il va faire un film autobiographique, donc il va s'appeler Ed Wood, avec Johnny Depp dans le rôle d'Ed Wood. L'excellent Martin Landau qui va jouer le rôle de Bela Lugosi. Alors savoir que le pendant, Ed Wood était fasciné par le personnage de Bela Lugosi, donc c'était un acteur de vieux films d'horreur et compagnie, à l'image de Tim Burton qui était fasciné par Vincent Price. Donc on a un petit pendant entre les deux, sachant que voilà, la différence entre Ed Wood et Tim Burton, c'est que Tim Burton est un grand cinéaste, alors qu'Ed Wood était un tâcheron fini et qui n'aura jamais eu de succès vraiment de son vivant. Mais ça donne un film vraiment super, avec une reconstitution donc des premiers tournages de donc les premiers films d'Ed Wood, y compris le Planet from Outer Space. Casting fabuleux, c'est en noir et blanc, c'est superbe. L'interprétation de Johnny Depp, c'est encore une coudée au-dessus. Pour moi, c'est quasiment le meilleur film de Tim Burton avec le suivant, que je vais vous montrer ensuite. On est sur son cinéma, on est sur sa façon d'appréhender les personnages et de raconter une histoire. C'est moins visuellement son univers barré avec des arbres torturés et des trucs comme ça. Mais on est quand même complètement dans le monde de Tim Burton. Et c'est franchement une pépite. Par contre, ça ne marche pas, hein. Le public ne suit pas. C'est le premier semi-bid pour l'ami Tim Burton. Deuxième collaboration avec le pépère Johnny Depp. Pour moi, la meilleure des collaborations d'ailleurs entre les deux. Franchement, petit bijou, si vous ne l'avez pas vu, c'est une pépite, Ed Wood. Et ils vont ensuite faire justement... Alors, Tim Burton, après avoir fait un film sur Ed Wood, va faire son Planet from Outer Space. Il va adapter un scénario complètement débile d'après des vignettes autocollantes qui s'appelaient Tops, ou c'était pas autocollant d'ailleurs, c'était des vignettes un peu comme nous, on avait Panini, eux, ils avaient des trucs avec des extraterrestres, des dinosaures et des trucs comme ça, donc les vignettes s'appelaient Tops. Et il va faire un film d'après ce postulat de départ complètement débile, donc une invasion extraterrestre, mais avec un casting de malade mental. On a Jack Nicholson qui revient dans l'univers de Tim Burton dans un double rôle, donc le rôle d'un mania de l'industrie complètement timbré et rôle du président de la République, rien que ça. On a également Michael J. Fox, on a Danny DeVito, le casting, on a Pam Grier, qui venait de faire ou qui allait faire le Jackie Brown avec Tim Burton, je sais plus, avec Tarantino, je sais plus si c'était juste avant ou juste après, mais un casting aux petits oignons et un film. Donc là on a une vraie satire, hein, contrairement à l'actuel Mickey 17 très raté de Bong Joon-ho. Là on a une satire complètement timbrée mais ultra fandard. C'est complètement timbré. Là, on a l'univers de Tim Burton à 100%. Et c'est pour moi, ex aequo, quasiment le meilleur film de Tim Burton avec Ed Wood. Et là, il rend hommage à Ed Wood. Hein. Il fait un nanar, mais assumé. Et c'est... il y a Jack Black aussi dans un de ses premiers rôles. Dans un tout petit rôle. Mais c'est à se tordre de rire. C'est visuellement superbe. Pépite, encore une fois, passé largement au-dessus de la tête des Américains. Ça n'a pas marché. Ça a marché chez nous, mais ça n'a pas marché dans le reste du monde quasiment. Ça s'est planté. Et c'est bien dommage parce que ces deux meilleurs films sont deux ratages financiers, alors que vraiment, ce sont deux pépites absolues. Il va revenir au succès avec encore une fois Johnny Depp et dans un film génialissime, Sleepy Hollow, le cavalier sans tête. Donc là, le cavalier sans tête joué par Christopher Walken dans une toute petite scène. Christina Ricci et Johnny Depp donc dans les rôles principaux. Et là, on a un bijou noir. Alors, cette fois-ci, c'est la version 4K. Je vous le conseille. Autant la version DVD était dégueulasse, la version Blu-ray était ignoble. La version 4K est pour une fois enfin digne de la version qu'on avait vue au cinéma à sa sortie. Et c'est vraiment... Là, pareil, on a l'univers de Tim Burton avec des arbres bien bizarroïdes, un petit village. C'est glauque, c'est très noir, c'est gore. Mais c'est vraiment génial. Bijou noir... avec l'humour encore une fois tordu de Tim Burton, mais et Johnny Depp qui est encore une fois au top. Franchement, le pépère, il fait quasiment ses 3 meilleurs films d'affilée. C'était la grande phase fin des années 90 de Tim Burton. Après, malheureusement, il va enchaîner sur un truc qui aura marché un petit peu, mais qui va se planter au niveau des critiques. Et c'était un remake de La Planète des Singes. Donc moi, je suis un fan de la version
avec Charlton Heston. Franchement, la version Tim Burton, bon, il a pas eu les coups des franches, il a plus ou moins renié le bousin après, mais c'était vraiment pas terrible du tout. Pourtant, il y avait Mark Wahlberg que j'aime beaucoup dans le premier rôle. Mais pour moi, c'était un ratage. Visuellement, c'était sympathique. Mais scénaristiquement, pour moi, c'était vraiment mauvais. Il va renchaîner sur un truc plus proche de son univers, mais que j'ai pas accroché. Moi, pourtant, ça a été, il a renoué avec le succès avec Big Fish, et vraiment, j'ai pas trouvé ça terrible. Alors, il venait de perdre son père, donc c'est sur l'histoire aussi d'un mec qui se souvient de son père. On sent vraiment la patte de Tim Burton visuellement, mais alors, faudrait que je le revoie, mais je l'avais vu avec ma femme à l'époque, et pourtant, on est fans tous les deux de l'univers de Burton. Moi, j'ai pas accroché. Je sais qu'il y en a plein qui vont gueuler parce que ça avait été un gros succès et que c'est loué dans sa filmo, mais moi, Big Fish, bof. C'était après La Planète des Singes, le deuxième film qui m'emmerdait de Tim Burton. Il va par contre ensuite refaire une nouvelle collaboration avec Johnny Depp dans Charlie et la chocolaterie, et là c'est très très chouette visuellement. Alors c'est un film pour toute la famille, hein, pas forcément que pour enfants. On l'a regardé avec notre fille, on a pris notre pied, franchement c'est très sympa si vous voulez un très bon film pour enfants ou pour la famille. Charlie et la chocolaterie, la version de Tim Burton est vraiment très belle, et Johnny Depp est encore une fois fabuleux dedans. Il va enchaîner avec une co-réalisation, Les Noces funèbres, bon, qui m'ont pas... C'était sympathique, mais j'ai pas grand souvenir de ce film d'animation, hein, écrit et co-réalisé avec Mike Johnson. Voilà, j'ai pas grand souvenir, je l'ai vu, c'était sympa. Visuellement, c'était très beau, mais comme tout ce que fait Tim Burton. J'ai pas grand souvenir dessus. Il revient ensuite au cinéma avec un truc qui pourrait s'apparenter à du Sleepy Hollow, c'est Sweeney Todd, donc le diabolique barbier de Fleet Street avec Johnny Depp. On est sur une espèce de film d'horreur, comédie musicale, et le problème c'est que visuellement c'est fabuleux, mais c'est super répétitif je trouve. Les musiques m'ont pas vraiment... savoir que Johnny Depp et Helena Bonham Carter, qui a resté très longtemps d'ailleurs l'épouse de Tim Burton dans la vie, avec qui ils ont eu 2 enfants. Les deux chantent vraiment, mais voilà, les musiques m'ont pas paru génialissimes. J'ai pas un grand souvenir des musiques de film, donc pour une comédie musicale, quand vous accrochez pas sur la musique, c'est un peu dur. Et puis c'est très redondant au niveau du métrage. Ça se regardait, c'est très beau, hein, c'est encore une fois très très beau, mais bof, c'était pas terrible. Il revient ensuite avec pour moi, son plus mauvais film, Alice au Pays des Merveilles. Alors, si on reconnaît l'univers visuel de Tim Burton, franchement, l'adaptation était nulle. J'avais vu au cinéma, j'avais trouvé ça vraiment mauvais. Ça avait été un carton plein, mais franchement, je trouve qu'il avait vendu son âme. On reconnaissait le visuel, mais on reconnaissait pas la patte méchante un peu de Tim Burton derrière. Et il revient par contre avec un film qui s'est plus ou moins planté, encore une fois avec Johnny Depp, d'après une série télé, Dark Shadows. Et pour moi, c'était vraiment le vrai retour de Tim Burton. J'ai adoré le film. Je sais pas pourquoi ça s'est planté. On avait pareil Michelle Pfeiffer qui revenait aussi dans un rôle, Eva Green. Casting au top, franchement visuellement superbe, très drôle, vraiment super sympa, beaucoup plus comédie que les autres films de Tim Burton avant, mais c'est un pied fabuleux ce film. Je sais pas pourquoi la critique l'a boudé. Je sais pas, pour moi c'est un des plus réussis de Tim Burton. Il va enchaîner avec encore un film d'animation, cette fois-ci qu'il fait tout seul, Frankenweenie, qui était assez sympathique. Pareil, je l'ai vu qu'une fois, donc j'ai pas un méga souvenir, mais c'était le plus sympa de ces films d'animation. Il enchaîne avec un film assez différent dans son univers. Ça pourrait se rapprocher un peu de ce qu'il faisait, mais en version réussie cette fois, de Big Fish. Ça a un pied dans le monde réel et un pied dans l'imaginaire. C'est Big Eyes avec les excellents Amy Adams et Christopher Waltz, révélé donc par Tarantino dans Inglourious Basterds. Et on a un film autobiographique sur Margaret et Walter Keane, qui était dessinateur et sur les grands personnages aux grands yeux, mais c'était très très sympa. Le film était vraiment très bon, beaucoup plus réaliste que ce que fait d'habitude Tim Burton, mais c'était vraiment un bon film. Il enchaîne avec pareil, ce qui est pour moi un de ses plus mauvais films, Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc avec Eva Green qui revient. On reconnaît la patte visuelle, mais franchement j'avais trouvé le scénario naze. Le film m'avait emmerdé un sans souffleur. Pour moi, c'était aussi mauvais qu'Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, je reconnaissais pas la patte à part visuelle de
la patte scénaristique de Tim Burton dessus. Franchement, le film était très mauvais. Il enchaîne avec une réadaptation live de Dumbo. Bon, c'était sympathique sans plus, c'était assez inoffensif. Et il revenait à la télé avec une série que j'ai franchement détestée. Alors certainement très bien quand vous êtes ado, mais Mercredi, d'après donc la famille Addams, focalisé sur le personnage de Mercredi Addams, incarné par Jenna Ortega. Et là, alors autant j'aime bien Jenna Ortega comme actrice, autant là je trouve que elle était naze. Et l'adaptation, franchement, on reconnaît visuellement que c'est du Tim Burton, mais à part ça, j'ai trouvé la série emmerdante au possible. Alors après, c'était un phénomène de mode, les ados ont adoré, ma fille a adoré, franchement, bon, je pense que passé un certain âge, vous me direz vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, moi j'ai trouvé ça chiant au possible. Et par contre, il est revenu au cinéma l'année dernière avec la suite de notre ami Beetlejuice qu'on ne voit toujours pas plus que dans le premier, mais qui est toujours aussi génialement interprété par Michael Keaton. Et franchement, et donc là on retrouve Jenna Ortega, où là elle est très bien dans le rôle, on retrouve Winona Ryder qui revient, qui était déjà dans le premier. On n'a pas Gina Davis, on n'a pas Alec Baldwin, mais par contre, moi j'ai trouvé que le film était très bon. Alors pareil, les critiques ont encore dégueulé. Le film a marché, mais les critiques ont dégueulé dessus. Je comprends pas, je trouve quasiment aussi bon que le premier. Je l'ai pas encore acheté, faut que j'arrive à le dégoter en Blu-ray, mais franchement, j'ai pris mon pied. Moi j'ai trouvé ça vraiment excellent. Donc je sais pas ce que les critiques se sont mis à dégueuler dessus. J'ai trouvé que le film était vraiment très bon. Et là, donc, en 2026, on aurait, je dis bien on aurait, c'est encore des projets, Attack of the 50 Foot Women, donc un remake d'un film très vieux américain. Je sais pas si ça se fera, je sais pas quel est le casting attaché encore. Donc Tim Burton, c'est un peu les montagnes russes au niveau de sa filmo. Il avait très bien commencé, il avait ensuite eu une période de traversée du désert pour moi. Et il est revenu ponctuellement avec pour moi, des vraiment très bons films. Donc ses meilleurs pour moi de très loin, ces deux chefs-d'œuvre, Ed Wood et Mars Attack. Franchement, le meilleur de son cinéma dans ces deux films. Le versant plus classique et le versant complètement déjanté, mais avec la même sensibilité. On reconnaît dans Ed Wood la sensibilité de Tim Burton, qui est vraiment particulière. Son cinéma, on le reconnaît vraiment, même quand il est pas bon d'ailleurs. Comme c'est le cas dans Alice au Pays des Merveilles et Miss Peregrine, qui sont pour moi ces deux navets absolus. Donc ça, c'est deux chefs-d'œuvre. Le petit bijou de sa filmo, Beetlejuice, et la suite qui est pas loin derrière. Moi, Beetlejuice, pour moi, c'est un pied fabuleux. Hein, d'ailleurs, Monsieur Mini Michael Keaton peut en témoigner. Et encore deux perles un peu plus sérieuses, même si c'est complètement déjanté sur Sleepy Hollow et la farce noire vampire de Dark Shadows, avec le génial Johnny Depp là-dedans. Big Eyes était vraiment encore très très bon dans sa filmo. Et voilà, bon bah dites-moi ce que vous pensez de cet auteur, ou s'il vous laisse froid, mais et puis bon, on discute dans les commentaires, on se retrouve pour un prochain portrait. Salut!